César Birotteau 2, la jeunesse, les amours. Généalogie est traversée jusqu'à Madame Birotteau, qu'on vient de voir rêver dans le début du livre. Un closier des environs de Chinon, nommé Jacques Birotteau, épousa la femme de chambre d'une dame chez laquelle il faisait des vignes. Il eut 3 garçons. Sa femme mourut en couche du dernier et le pauvre homme ne lui survécut pas longtemps. La maîtresse affectionnait sa femme de chambre et le fit élever avec ses fils, l'aîné des enfants de son closier nommé François, et le plaça dans un séminaire, le curé de Tours, vous vous souvenez. Ordonné prêtre, François Birotteau se cacha pendant la Révolution et mena la vie errante des prêtres non assermentés, traqués comme des bêtes fauves et pour le moins guillotinés. Au moment où commence cette histoire, il se trouvait vicaire de la cathédrale de Tours et n'avait quitté qu'une seule fois cette ville pour venir voir son frère César. Le mouvement de Paris étourdit si fort le bon prêtre qu'il n'osait sortir de sa chambre. Il nommait les cabriolets des demi-fiacres et s'étonnait de tout. Après une semaine de séjour, il revint à Tours en se promettant de ne jamais retourner dans la capitale. Le deuxième fils du vigneron, Jean Birotteau, pris par la milice, gagna promptement le grade de capitaine pendant les premières guerres de la Révolution. À la bataille de la Trébia, MacDonald demanda des hommes de bonne volonté pour emporter une batterie. Le capitaine Jean Birotteau s'avança avec sa compagnie et fut tué. La destinée des Birotteau voulait sans doute qu'ils fussent opprimés par les hommes ou par les événements, partout où ils se planteraient. Le dernier enfant est le héros de cette scène. Lorsqu'à l'âge de 14 ans, César sut lire, écrire et compter, il quitta le pays, vint à pied à Paris chercher fortune avec un louis dans sa poche. La recommandation d'un apothicaire de Tours le fit entrer en qualité de garçon de magasin chez monsieur et madame Ragon, marchands parfumeurs. César possédait alors une paire de souliers ferrés, une culotte et des bas bleus, un gilet à fleurs, une veste de paysan, 3 grosses chemises de bonne toile et son gourdin de route. Si ses cheveux étaient coupés comme le sont ceux des enfants de chœur, il avait les reins solides du Tourangeau. S'il se laissait aller parfois à la paresse en vigueur dans le pays, elle était compensée par le désir de faire fortune. S'il manquait d'esprit et d'instruction, il avait une rectitude instinctive et des sentiments délicats qu'il tenait de sa mère, créature qui, suivant l'expression tourangelle, était un cœur d'or. César eut la nourriture, 6 francs de gages par mois, et fut couché sur un grabat au grenier près de la cuisinière. Les commis, qui lui apprirent à faire les emballages et les commissions, à balayer le magasin et la rue, se moquèrent de lui tout en le façonnant au service par suite des mœurs boutiquières où la plaisanterie entre comme principal élément d'instruction. Monsieur et madame Ragon lui parlaient comme un chien. Personne ne prit garde à la fatigue de l'apprenti, quoique le soir ses pieds meurtris par le pavé lui fissent un mal horrible et que ses épaules fussent brisées. Cette rude application du « chacun pour soi », l'évangile de toutes les capitales, fit trouver à César la vie de Paris fort dure. Le soir, il pleurait en pensant à la Touraine, où le paysan travaille à son aise, où le maçon pose sa pierre en 12 temps, où la paresse est sagement mêlée au labeur. Mais il s'endormait sans avoir le temps de penser à s'enfuir, car il avait des courses pour la matinée et obéissait à son devoir avec l'instinct d'un chien de garde. Si par hasard il se plaignait, le premier commis souriait d'un air jovial. « Ah mon garçon, disait-il, tout n'est pas rose à la reine des roses, et les alouettes n'y tombent pas toutes rôties. D'abord il faut courir après, puis les prendre. Enfin, faut avoir de quoi les accommoder. » La cuisinière, grosse picarde, prenait les meilleurs morceaux pour elle
et n'adressait la parole à César que pour se plaindre de monsieur ou de madame Ragon qui ne lui laissait rien à voler. Vers la fin du premier mois, cette fille, obligée de garder la maison un dimanche, entama la conversation avec César. Ursule, décrassée, sembla charmante au pauvre garçon de peine qui, sans le hasard, allait échouer sur le premier écueil caché de sa carrière. Comme tous les êtres dénués de protection, il aima la première femme qui lui jetait un regard aimable. La cuisinière prit César sous sa protection. Il s'ensuivit de secrètes amours que les commis raillèrent impitoyablement. 2 ans après, la cuisinière quitta très heureusement César pour un jeune réfractaire de son pays, caché à Paris, un Picard de 20 ans, riche de quelques arpents de terre, qui se laissa épouser par Ursule. Pendant ces 2 années, la cuisinière avait bien nourri son petit César, lui avait expliqué plusieurs mystères de la vie parisienne en la lui faisant examiner d'en bas, et lui avait inculqué par jalousie une profonde horreur pour les mauvais lieux dont les dangers ne lui paraissaient pas inconnus. En 1792, les pieds de César trahi s'étaient accoutumés au pavé, ses épaules aux caisses, et son esprit à ce qu'il nommait les bourdes de Paris. Aussi, quand Ursule l'abandonna, fut-il promptement consolé car elle n'avait réalisé aucune de ses idées instinctives sur les sentiments. Lascive et bourrue, pateline et pillarde, égoïste et buveuse, elle froissait la candeur de Birotteau sans lui offrir aucune riche perspective. Parfois, le pauvre enfant se voyait avec douleur lié par les nœuds les plus forts pour les cœurs naïfs à une créature avec laquelle il ne sympathisait pas. Au moment où il devint maître de son cœur, il avait grandi et atteint l'âge de 16 ans. Son esprit, développé par Ursule et par les plaisanteries des commis, lui fit étudier le commerce d'un regard où l'intelligence se cachait sous la simplesse. Il observa les chalands, demanda dans les moments perdus des explications sur les marchandises dont il retint les diversités et les places. Il connut un beau jour les articles, les prix et les chiffres, mieux que ne les connaissent les nouveaux venus. Monsieur et madame Ragon s'habituèrent dès lors à l'employer. Le jour où la terrible réquisition de l'an 2 fit maison nette chez le citoyen Ragon, César Birotteau, promu second commis, profita de la circonstance pour obtenir 50 livres d'appointement par mois et s'assit à la table des Ragons avec une jouissance ineffable. Le second commis de la Reine des Roses, déjà riche de 600 francs, eut une chambre où il put convenablement serrer dans des meubles longtemps convoités les nippes qu'il s'était amassé. Les jours de Décadie, c'est le calendrier révolutionnaire, on compte en 10 jours, c'est pas les dimanches. Et donc, les jours de Décadie, mis comme les jeunes gens de l'époque à qui la mode ordonnait d'affecter des manières brutales, ce doux et modeste paysan avec un air qui le rendait au moins leur égal, et il franchit ainsi les barrières qu'en d'autres temps la domesticité eut mises entre la bourgeoisie et lui. Toute cette échelle sociale que Balzac met très lentement en place, et je crois qu'il n'y a pas d'autre livre que César Birotteau où cette échelle du très bas jusque très haut dans les valeurs bourgeoises soit ensuite développé avec autant de précision et de caractère. Vers la fin de cette année, sa probité le fit placer à la caisse. L'imposante citoyenne Ragon veillait au linge du commis et les 2 marchands se familiarisèrent avec lui. Je laisse passer comment Birotteau traverse la révolution, et finalement en mettant de l'argent de côté tout en plaçant ses premiers pions sur l'échiquier politique. On arrive à Napoléon. César eut l'honneur de lutter contre Napoléon sur les marches de Saint-Roch et fut blessé dès le commencement de l'affaire. Chacun sait l'issue de cette tentative. Si l'aide de camp de Barras sortit de son obscurité, Birotteau fut sauvé par la sienne. L'anti-héros reste un anti-héros, même
dans les moments d'émergence du héros. Quelques amis transportèrent le belliqueux premier commis à la Reine des Roses où il resta caché dans le grenier, pensé par Madame Ragon et heureusement oublié. César Birotteau n'avait eu qu'un éclair de courage militaire. Pendant le mois que dura sa convalescence, il fit de solides réflexions sur l'alliance ridicule de la politique et de la parfumerie. S'il resta royaliste, il résolut d'être purement et simplement un parfumeur royaliste, sans jamais plus se compromettre, et s'adonna corps et âme à sa partie. Au 18 Brumaire, monsieur et madame Ragon, désespérant de la cause royale, se décidèrent à quitter la parfumerie, à vivre en bons bourgeois, sans plus se mêler de politique. Pour recouvrer le prix de leurs fonds, il leur fallait rencontrer un homme qui eût plus de probité que d'ambition, plus de gros bon sens que de capacité. Ragon proposa donc l'affaire à son premier commis. Birotteau, maître à 20 ans de 20 000 francs de rente dans les fonds publics, hésita. Son ambition consistait à vivre auprès de Chinon quand il se serait fait 1500 francs de rente et que le premier consul aurait consolidé la dette publique en se consolidant aux Tuileries. Pourquoi risquer son honnête et simple indépendance dans les chances commerciales, se disait-il. Il n'avait jamais cru gagner une fortune si considérable due à ces chances auxquelles on ne se livre que pendant sa jeunesse. Il songeait alors à épouser en Touraine une femme aussi riche que lui pour pouvoir acheter et cultiver les trésorières. Petit bien que depuis l'âge de raison il avait convoité, qu'il rêvait d'augmenter, et où il se ferait 3000 écus de rente, où il mènerait une vie heureusement obscure. Il allait refuser quand l'amour changea tout à coup ses résolutions en décuplant le chiffre de son ambition. Depuis la trahison d'Ursule, César était resté sage, autant par crainte des dangers que l'on court à Paris en amour, que par la suite de ses travaux. Quand les passions sont sans aliment, elles se changent en besoin. Le mariage devient alors, pour les gens de la classe moyenne, une idée fixe, car ils n'ont que cette manière de conquérir et de s'approprier une femme. César Birotteau en était là. Tout roulait sur le premier commis dans le magasin de la Reine des Roses. Il n'avait pas un moment à donner au plaisir. Dans une semblable vie, les besoins sont encore plus impérieux. Aussi, la rencontre d'une belle fille à laquelle un commis libertin eût à peine songé devait-elle produire le plus grand effet sur le sage César. Par un beau jour de juin, en entrant par le pont Marie dans l'île Saint-Louis, il vit une jeune fille debout sur la porte d'une boutique située à l'encoignure du quai d'Anjou. Constance Pillereau était la première demoiselle d'un magasin de nouveautés nommé Le Petit Matelot. Le premier des magasins qui depuis se sont établis dans Paris avec plus ou moins d'enseignes peintes, banderoles flottantes, montres pleines de châles en balançoires, cravates arrangées comme des châteaux de cartes et 1000 autres séductions commerciales, prix fixes, bandelettes, affiches, illusions et effets d'optique. Vous voyez comme tout d'un coup, la marchandise de nécessité devient publicité, et là aussi, des fois, j'en veux à Walter Benjamin de ne pas avoir mis le nez assez profondément en Balzac. Ne serait-ce que ce mot, la montre. Vous voyez, ça n'a pas attendu la création des passages. Prix fixe, bandelettes, affiches, illusions, effets d'optique portés à un tel degré de perfectionnement que les devantures de boutiques sont devenues des poèmes commerciaux. Le bas prix de tous les objets dits nouveautés qui se trouvaient au Petit Matelot lui donna une vogue inouïe dans l'endroit de Paris le moins favorable à la vogue et au commerce. Cette première demoiselle était alors citée pour sa beauté, comme depuis le furent la belle limonadière du Café des 1000 Colonnes et plusieurs autres pauvres créatures qui ont fait lever plus de jeunes et de vieux nez au carreau des modistes, des limonadiers et des magasins qu'il n'y a de pavés dans les rues de Paris.
Le premier commis de la Reine des Roses, logé entre Saint-Roch et la rue de la Sourdière, exclusivement occupé de parfumerie, ne soupçonnait pas l'existence du petit matelot, car les petits commerces de Paris sont assez étrangers les uns aux autres. César fut si vigoureusement féru par la beauté de Constance qu'il entra furieusement au petit matelot pour y acheter 6 chemises de toile dont il débattit longuement le prix en se faisant déplier des volumes de toile, non plus ni moins qu'une Anglaise en humeur de marchander. Entre parenthèses et italique, shopping. C'est Balzac, c'est pour moi. La première demoiselle daigna s'occuper de César en s'apercevant à quelques symptômes connus de toutes les femmes qu'il venait bien plus pour la marchande que pour la marchandise. Il dicta son nom et son adresse à la demoiselle qui fut très indifférente à l'admiration du chaland après l'emplette. Le pauvre commis avait eu si peu de choses à faire pour gagner les bonnes grâces d'Ursule. Il était demeuré niais, comme un mouton. L'amour l'enniaisant encore davantage, il n'osa pas dire un mot, et fut d'ailleurs trop ébloui pour remarquer l'insouciance qui succédait au sourire de cette sirène marchande. Pendant 8 jours, il alla tous les soirs faire faction devant le petit matelot, quêtant un regard comme un chien quête un os à la porte d'une cuisine, insoucieux des moqueries que se permettaient les commis et les demoiselles, se dérangeant avec humilité pour les acheteurs ou les passants, attentifs aux petites révolutions de la boutique. Quelques jours après, il entra de nouveau dans le paradis où était son ange, moins pour y acheter des mouchoirs que pour lui communiquer une idée lumineuse. « Si vous aviez besoin de parfumerie, mademoiselle, je vous en fournirais bien tout de même, dit-il en la payant. » Constance Pillereau recevait journellement de brillantes propositions où il n'était jamais question de mariage. Et quoique son cœur fût aussi pur que son front était blanc, ce ne fut qu'après 6 mois de marches et de contre-marches où César signala son infatigable amour qu'elle daigna recevoir les soins de César, mais sans vouloir se prononcer, prudence commandée par le nombre infini de ses serviteurs, marchands de vins en gros, riches limonadiers et autres qui lui faisaient les yeux doux. L'amant s'était appuyé sur le tuteur de Constance, M. Claude-Joseph Pillereau, alors marchand quincaillier sur le quai de la Ferraille, qu'il avait fini par découvrir en se livrant à l'espionnage souterrain qui distingue le véritable amour. La rapidité de ce récit oblige à passer sous silence les joies de l'amour parisien fait avec innocence, à taire les prodigalités particulières aux commis. Melons apportés dans la primeur, fin dîner chez Vénua, suivi du spectacle, partie de campagne en fiacre le dimanche. Sans être joli garçon, César n'avait rien dans sa personne qui s'opposât à ce qu'il fût aimé. La vie de Paris et son séjour dans un magasin sombre avaient fini par éteindre la vivacité de son teint de cheval normand. Son abondante chevelure noire, son encolure de cheval normand, ce gros membre, son air simple et probe, tout contribuait à disposer favorablement en sa faveur. L'oncle Pillereau, chargé de veiller au bonheur de la fille de son frère, avait pris des renseignements. Il sanctionna les intentions du Tourangeau. En 1800, au joli mois de mai, mademoiselle Pillereau consentit à épouser César Birotteau, qui s'évanouit de joie au moment où, sous un tilleul à Sceaux, Constance Barbe Joséphine l'accepta pour époux. « Ma petite, dit M. Pillereau, tu acquiers un bon mari. Il a le cœur chaud et des sentiments d'honneur, c'est franc comme l'osier et sage comme un enfant Jésus, enfin le roi des hommes. » Constance abdiqua franchement les brillantes destinées auxquelles, comme toutes les filles de boutique, elle avait parfois rêvé. Elle voulut être une honnête femme, une bonne mère de famille, et prit la vie suivant le religieux programme de la classe moyenne. Ce rôle allait d'ailleurs bien mieux à ses idées que les dangereuses vanités qui séduisent tant de jeunes imaginations parisiennes. D'une intelligence étroite,
Constance offrait le type de la petite bourgeoise dont les travaux ne vont pas sans un peu d'humeur, qui commence par refuser ce qu'elle désire et se fâche quand elle est prise au mot, dont l'inquiète activité se porte sur la cuisine, sur la caisse, sur les affaires les plus graves et sur les reprises invisibles, affaires au linge, qui aime en grondant, ne conçoit que les idées les plus simples, la petite monnaie de l'esprit, raisonne sur tout, a peur de tout, calcule tout et pense toujours à l'avenir. Sa beauté froide mais candide, son air touchant, sa fraîcheur, empêchèrent Birotteau de songer à des défauts compensés, d'ailleurs par cette délicate probité naturelle aux femmes, par un ordre excessif, par le fanatisme du travail et par le génie de la vente. Constance avait alors 18 ans et possédait 11 000 francs. César, à qui l'amour inspira la plus excessive ambition, acheta le fonds de la Reine des Roses et le transporta près de la place Vendôme, dans une belle maison. Âgé de 21 ans seulement, marié à une belle femme adorée, possesseur d'un établissement dont il avait payé le prix aux 3/4, il dut voir et vit l'avenir en beau, surtout en mesurant le chemin fait depuis son point de départ. Roguin, notaire d'Eragon, le rédacteur du contrat de mariage, donna de sages conseils au nouveau parfumeur en l'empêchant d'achever le paiement du fonds avec la dot de sa femme. « Gardez donc des fonds pour faire quelques bonnes entreprises, mon garçon, lui avait-il dit. » Birotteau regarda le notaire avec admiration, prit l'habitude de le consulter, s'en fit un ami. Retour au drame en latence. Comme Ragon et Pillerault, il eut tant de foi dans le notariat qu'il se livrait alors à Roguin sans se permettre un soupçon. Grâce à ce conseil, César, muni des 11 000 francs de Constance pour commencer les affaires, n'eut pas alors échangé son avoir contre celui du premier consul. Quelque brillant que parut être l'avoir de Napoléon, d'abord Birotteau n'eut qu'une cuisinière. Il se logea dans l'entresol situé au-dessus de sa boutique, espèce de bouge assez bien décorée par un tapissier et où les nouveaux mariés entamèrent une éternelle lune de miel. Madame César apparut comme une merveille dans son comptoir. Sa beauté célèbre eut une énorme influence sur la vente. Il ne fut question que de la belle Madame Birotteau parmi les élégants de l'Empire. Si César fut accusé de royalisme, le monde rendit justice à sa probité. Si quelques marchands voisins envièrent son bonheur, il passa pour en être digne. Le coup de feu qu'il avait reçu sur les marches de Saint-Roch lui donna la réputation d'un homme mêlé aux secrets de la politique et celle d'un homme courageux, quoiqu'il n'eût aucun courage militaire au cœur et nulle idée politique dans la cervelle. Sur ces données, les honnêtes gens de l'arrondissement le nommèrent capitaine de la garde nationale, mais il fut cassé par Napoléon, qui, selon Birotteau, lui gardait rancune de leur rencontre en Vendémiaire. César eut alors à bon marché un vernis de persécution qui le rendit intéressant aux yeux des opposants et lui fit acquérir une certaine importance. Voilà quel fut le sort de ce ménage constamment heureux par les sentiments, agité seulement par les anxiétés commerciales. Pendant la première année, César Birotteau mit sa femme au fait de la vente et du détail des parfumeries, métier auquel elle s'entendit admirablement bien. Elle semblait avoir été créée et mise au monde pour ganter les chalands. Cette année finie, l'inventaire épouvanta l'ambitieux parfumeur. Tout frais prélevé. En 20 ans, à peine aurait-il gagné le modeste capital de 100 000 francs auquel il avait chiffré son bonheur. Il résolut alors d'arriver à la fortune plus rapidement et voulut d'abord joindre la fabrication au détail. Contre l'avis de sa femme, il loua une baraque et des terrains dans le faubourg du Temple et y fit peindre en gros caractères « Fabrique de César Birotteau ». Il débaucha de grâce un ouvrier avec lequel il commença de compte à demi quelques fabrications de savon, d'essence, d'eau de Cologne. Son association avec cet ouvrier ne dura que 6 mois, se termina par des pertes qu'il supporta seul.
Sans se décourager, Birotteau voulut obtenir un résultat à tout prix, uniquement pour ne pas être grondé par sa femme, à laquelle il avoua plus tard qu'en ce temps de désespoir, la tête lui bouillait comme une marmite, et que plusieurs fois n'étaient ses sentiments religieux. Il se serait jeté dans la Seine, désolé de quelque... Et c'est ainsi que s'invente, vous le savez, la double pâte des sultanes et eaux carminatives de César Birotteau, découverte merveilleuse, approuvée par l'Institut de France. Mais nous, là, on fait juste des petites incursions, des sauts de puce. Et maintenant, je voudrais vous présenter Monsieur Molineux, propriétaire, vidéo 3.